Bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre. Ce sera la dernière demi-journée de ce colloque et je suis très heureux de pouvoir accueillir ici un panel, si j'ose dire, une brochette, je ne sais pas comment dire, de formidables présentatrices et présentateurs. Niki Lefeuvre de l'Université de Lausanne, Dominique Meurs, qui a été longtemps travaillé non seulement à Economics Nanterre, mais aussi à l'INED, Céline Bessière, qui est à Paris-Dauphine, Éric Fassin, enfin deux philosophes pour finir, Éric Fassin de Paris 8 et Camille Froidevaux-Métry de l'Université de Reims. Donc je donne tout de suite la parole à Niki Lefeuvre. Merci François. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'abord aux organisateurs, organisatrices de cette belle initiative et surtout de m'y avoir associée. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je m'excuse d'emblée pour ma voix un peu caverneuse. J'espère simplement qu'elle va tenir jusqu'au bout de l'exposé et que j'arriverai quand même à vous maintenir éveillé dans cette phase délicate de la digestion de début d'après-midi. Alors voilà le plan de mon intervention. Quelques mots sur un processus réel mais inachevé, inégal d'entrée des femmes dans les carrières académiques. Ensuite, quelques réflexions sur comment on définit et mobilise le concept de genre pour analyser ce qui se passe dans les carrières, avec donc une perspective qui est développée d'un point de vue sociologique. Je suis sociologue du travail et j'aborde donc l'activité scientifique comme une activité professionnelle. Ensuite, je voudrais évoquer avec vous la diversité des représentations de ce qui est en jeu quand les femmes arrivent dans ces anciens bastions masculins que sont les activités scientifiques. Qu'est-ce qui s'y joue et quelles sont les représentations que l'on se fait de l'effet de leur arrivée. Donc je suis moins intéressée par le fait qu'elles n'y arrivent pas que par ce qu'on imagine qu'elles vont produire comme effet en intégrant ces espaces sociaux, ces espaces professionnels. Et puis en guise de conclusion, j'évoquerai quelques mutations en cours du marché du travail académique et essaierai d'ouvrir quelques perspectives sur ce que ça peut impliquer pour la féminisation. Donc je vais passer très rapidement sur les faits de cette arrivée des femmes, puisque nous avons, pour qui s'intéresse à ces questions-là, une Bible. Ce sont les She Figures qui sont présentées, préparées par la Commission européenne et publiées à échéance régulière. L'édition 2024 va sortir tout prochainement. Et on a donc à peu près toutes les données disponibles à l'échelle européenne et même au-delà sur l'entrée différenciée des femmes dans les différents espaces académiques et dans les différents échelons de la carrière académique en France et ailleurs. Donc par exemple, on peut déjà voir que la France, comme la Suisse d'ailleurs, se situe légèrement en deçà de la moyenne européenne, avec 40% de femmes parmi les chercheurs dans le secteur académique. J'utilise volontairement le secteur académique, ça permet d'éviter complètement la question de définir ce que sont les sciences. Donc c'est bien une activité professionnelle académique qui m'intéresse. Évidemment, on trouve aussi dans ces publications des illustrations graphiques de ce fameux plafond de verre qui s'avère tout à fait persistant, avec une majorité de femmes à l'entrée des études universitaires et leur déperdition plus ou moins rapide au fur et à mesure que l'on avance dans la carrière pour finalement arriver à une situation où les femmes stagnent à peu près 30% des équivalents professeurs de rang A, quels que soient les pays, mais avec beaucoup de diversité selon les champs disciplinaires, et pas les mêmes champs disciplinaires qui se féminisent le plus rapidement dans les différents pays. Donc c'est ça qui donne un peu de piquant à ces analyses, c'est que l'image qui est donnée n'est pas immédiatement lisible. Et pour illustrer rapidement cela, je prends
Un cas tout à fait local qui m'est très familier, parce qu'il s'agit de la faculté à laquelle j'appartiens à l'Université de Lausanne, qui est une faculté pluridisciplinaire de sciences sociales et politiques. Et vous voyez là les fameux graphiques en ciseaux, selon les filières de notre faculté, donc la psychologie, les sciences sociales, la science politique et les sciences du sport et du mouvement. Et vous voyez non seulement que ces ciseaux s'ouvrent plus ou moins largement entre le début et la fin de carrière, que les femmes ne sont pas toujours majoritaires à l'entrée dans les filières, parfois qu'elles dépassent les hommes dans les étapes intermédiaires, mais qu'effectivement, en fin de course, on a toujours une très large majorité d'hommes dans les postes de professeurs, mais cette majorité est plus faible dans mon institut, en sciences sociales, aussi en psychologie, par rapport à la science politique ou par rapport aux sciences du sport et du mouvement. Énigme quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui peut permettre de comprendre pourquoi les femmes percent moins rapidement en sciences politiques qu'en sciences sociales? Objectivement, dans une même institution, dans une même faculté, avec les mêmes conditions de travail. Et qu'est-ce qui est finalement le plus discriminatoire? Est-ce que c'est la situation où les femmes représentent quasiment 80% des étudiants qui entrent dans une filière en psychologie et qu'elles finissent un peu en dessous de 50% des professeurs? Ou est-ce que c'est la situation en sciences du sport où finalement elles sont hyper minoritaires, mais l'étant déjà au démarrage des trajectoires? Donc pour dire que la grille de lecture de ces phénomènes dynamique n'est pas si évidente que cela à élaborer, et ceci d'autant plus qu'il y a une caractéristique des carrières académiques qui est souvent oubliée et qui figure néanmoins dans les chief figures mentionnés auparavant. C'est une structure de la carrière académique qui est très différente selon les pays. Donc ici, vous avez la part de la main-d'œuvre académique, donc les chercheurs, chercheuses, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, dans les différents pays qui occupent un rang A. Donc quand on vous dit les femmes représentent à peu près 30% des rangs A de manière globale sur l'ensemble des pays européens, on voit bien ici que c'est 30% de choses très différentes. En Islande, c'est 30% de 45% des hommes qui ont le rang A quand ils sont enseignants-chercheurs, alors qu'en Lituanie, c'est 30% de 13% des hommes qui sont professeurs de rang A. Donc cette différence dans la structuration des carrières académiques est quelque chose qui est souvent passé sous silence. On n'y pense pas, on est dans son propre pays, on imagine qu'on a à peu près le même nombre de postes en haut de la hiérarchie qu'en bas, et en fait cela n'est absolument pas le cas. Et vous voyez ici le cas de la France, où on voit qu'il y a globalement 30% des hommes qui travaillent dans le secteur académique qui ont le rang de professeur de rang A, et 15% des femmes. Donc ce sont ces chiffres-là qui sont plutôt intéressants, c'est quelle est la proportion en fait de rang A dans l'ensemble de la population académique active et quelle est la part d'hommes et de femmes qui atteignent ce statut. Ceci étant, je passe assez rapidement parce que vous trouverez toutes les données qui pourraient vous intéresser dans les publications pour rentrer donc dans mon programme de recherche. Ce qui m'intéresse, donc, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce processus de féminisation, que je comprends tout bêtement comme une arrivée numérique de plus en plus importante de femmes dans ces espaces qui ont été historiquement constitués au masculin. Alors, plus ou moins tôt, plus ou moins tardivement, on l'a bien vu hier, l'histoire est assez complexe. Deuxième question de recherche, comment ces mécanismes se manifestent-ils dans différents contextes sociétaux, dans différents contextes organisationnels et dans différentes disciplines? Et mon hypothèse est de dire qu'on trouve des mécanismes qui sont relativement variables selon ces différents contextes. Et surtout, la question qui m'a toujours intéressée dans ces recherches, c'est quelles sont les implications de cette arrivée des femmes dans ces bastions masculins, donc ces espaces de pouvoir, pour le dire tout bêtement, pour le genre. Est-ce que ça change quelque chose sur les relations entre
les groupes sexués que les femmes soient présentes ou pas présentes en haut de la hiérarchie académique. Ma foi, si ça ne change rien, peut-être pas la peine de s'échiner à promouvoir l'égalité. Par contre, si ça change quelque chose, ça change quoi exactement? Alors, pour essayer de répondre à ces questions de recherche, à partir de plusieurs enquêtes empiriques de terrain, j'ai essayé d'élaborer une typologie de la manière dont on se représente l'effet de l'arrivée des femmes. La manière dont on se les représente dans la littérature scientifique. Donc, quelles sont les hypothèses qui sont explorées? Comment est-ce qu'on imagine ce que l'arrivée des femmes va se passer? Est-ce qu'elles vont arriver ou pas? Où exactement? À quel rythme? Et qu'est-ce qu'on imagine que cette arrivée des femmes va modifier ou pas aux pratiques professionnelles, donc à la manière de faire science, aux objets de l'enquête scientifique, par exemple, ou à l'organisation du travail en tant que tel. Et à partir de cette analyse donc, de la littérature scientifique, mais aussi des entretiens avec des hommes et des femmes et des décideurs et des personnes en charge de promouvoir l'égalité hommes-femmes dans les institutions académiques, j'essaye donc de développer quelques idiotypes qui, j'espère, nous aident à réfléchir sur ce que la féminisation fait au genre et ce que le genre fait à la féminisation. Pour cela, je suis obligée, évidemment, de passer par une définition de qu'est-ce que c'est le genre. Alors, nous avons, je pense, entendu plusieurs manières de concevoir le genre depuis hier matin, souvent donc dans une vulgarisation des recherches, on utilise le terme genre au pluriel. Donc on imagine qu'il y a d'une part une différence de sexe, il y a des mâles et des femelles, des hommes et des femmes, on admet éventuellement qu'il y a des individus intermédiaires, intersexes, et on imagine qu'il y a donc associé à cette différence de sexe deux identités sexuées sociales, les genres. Je vous invite à effacer cette vision de votre esprit immédiatement. D'abord, parce qu'il y a de plus en plus de travaux autour de la difficulté qui existe à circonscrire l'appartenance sexuée des individus dans les enquêtes, notamment en médecine. Donc il y a des publications récentes sur ce qui s'appelle le sex contextualism. Donc l'idée de dire qu'il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être mobilisés pour définir l'appartenance sexuée des individus. Donc déjà, le mâle-femelle, c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer d'emblée, hein, que ce soit par des indicateurs de chromosomes ou autres. Mais alors, quand il s'agit de genre, historiquement, en sociologie, en tout cas en sociologie francophone, le genre s'emploie au singulier. Il est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un rapport social de sexe. En tant que rapport social, il n'existe jamais à l'état pur, il est toujours articulé, matiné par d'autres types de rapports sociaux, de classe, d'âge, d'origine, etc. Et il est construit sur deux principes de base, dont nous avons eu quelques illustrations tout à fait parlantes ces derniers jours. D'abord, ce qu'on pourrait reprendre de Nicole-Claude Mathieu, un tabou de la similitude. Donc, en fait, le genre définit une différenciation entre deux groupes sexués de manière relativement arbitraire, de manière relativement aléatoire, de manière très variable dans le temps, en disant simplement que les hommes doivent avoir certaines caractéristiques, les femmes doivent en avoir d'autres, et que les hommes et les femmes ne doivent pas se ressembler. Tabou de la similitude. Et qu'il y a systématiquement une stigmatisation, une pénalisation chez des individus d'un sexe de toute manifestation de caractéristiques ou de comportements qui est spontanément associé à l'autre sexe. Donc c'est quelque chose qui est pénalisant socialement, et il existe évidemment une crainte collective à l'égard de ce qu'on pourrait appeler le risque de confusion des genres.
Parallèlement à ce tabou de la similitude, le genre se caractérise par ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'on ne différencie pas simplement deux catégories sexuées, on les hiérarchise. Et on attribue socialement, collectivement, davantage de valeur aux caractéristiques et aux comportements qui sont associés aux hommes et aux masculins. L'appartenance au sexe masculin apporte donc des privilèges matériels, symboliques, privilèges dont la plupart des hommes n'ont pas conscience d'ailleurs, parce que ça va de soi, et la masculinisation d'un aspect social est un signal fort de sa valeur sociale, la féminisation étant évidemment associée à un risque de dévalorisation. Alors, on a de multiples exemples de l'opérationnalisation de ces deux volets du genre. Le genre marche sur ses deux pieds simultanément, différenciation, tabou de la similitude et hiérarchisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque cette recherche est extrêmement connue, mais on voit en fait que les performances objectives scientifiques des hommes et des femmes ne sont pas lues, ne sont pas interprétées de la même manière, et que même à productivité scientifique égale, les femmes sont jugées moins dignes de récompense. Donc, ce score de compétences qui est attribué aux hommes et aux femmes, et quand on compare avec leur dossier scientifique, on se rend compte qu'il faut aux femmes 2,5 de publications de plus pour avoir le même score de compétences que celui qui est attribué aux hommes. Alors, ceci dit, elles peuvent regagner en score, en points de compétences si par hasard elles ont un lien interpersonnel avec les membres du jury. Donc le genre au singulier, c'est un rapport social, c'est un principe d'organisation sociale, il prescrit les rôles, les places et les comportements qui sont attendus, il récompense les comportements qui sont conformes à ces attentes et il sanctionne les transgressions. Il n'existe pas ce genre en dehors des interactions quotidiennes. Nous fabriquons du genre dans nos interactions, il n'est pas là avant nous, en dehors de nos institutions, en dehors de nos pratiques. Et évidemment, son emprise varie fortement sur les contextes historiques, sociaux, institutionnels. Il me semble que défini de cette manière-là, le genre représente un outil analytique qui est extrêmement opérant, éclairant, pour appréhender la féminisation des différents espaces professionnels, surtout les espaces professionnels plutôt prestigieux. Il permet de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les femmes ont été exclues de ces espaces historiquement, les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour y accéder et les raisons pour lesquelles certaines d'entre elles renoncent plus ou moins définitivement d'ailleurs à tenter d'y accéder. Donc la définition du genre que je vous propose ici, c'est une définition interactionniste, pourrait-on dire, inspirée par le fameux Doing Gender de West et Zimmerman. Le genre donc n'est pas une identité, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est bien une institution sociale. Il requiert, comme disent les auteurs, une collaboration de toutes et tous les membres d'une société pour se créer, se maintenir et s'imposer. Associé à cette dimension dynamique interactive du genre, il y a donc deux concepts qui me semblent assez éclairants pour comprendre les enjeux de féminisation du monde académique. Ce que les auteurs appellent gender accountability et ce qu'elles appellent, il et elle appellent, le gender resistance. Alors, le gender accountability, ce n'est pas facile à traduire en français. J'ai choisi une traduction un peu lourde, mais j'espère néanmoins parlante, en disant qu'il s'agit là des rituels de démonstration de la loyauté aux normes de genre. Dans nos interactions quotidiennes, hommes et femmes, nous sommes amenés à mettre en œuvre des rituels de démonstration de notre loyauté au genre, aux normes de genre. Et cette démonstration de notre loyauté aux normes de genre vise évidemment à éviter les sanctions qui sont associées au comportement déviant ou transgressif par rapport aux normes de genre. Donc, 3 étapes dans cette mise en œuvre de la gender accountability. D'abord, une conscience collective que nous avons toutes et tous de ce qu'un homme
et une femme doit être, doit faire, doit aspirer à être, une évaluation permanente de la conformité des différents comportements des individus à l'égard de ces normes de genre. Est-elle conforme aux attentes que l'on pourrait avoir à son égard? Et ensuite, une réaffirmation, une assignation des individus à ces normes par le biais des sanctions négatives et positives. Comportement conforme au genre amenant des sanctions positives et transgression des normes de genre risquant toujours des sanctions négatives. Alors, pour ne pas être totalement fermé dans un déterminisme qui n'est pas de mon propos, l'idée de cette dynamique du genre ouvre la possibilité, évidemment, des stratégies de résistance. Et c'est là où ça devient intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe quand les femmes arrivent dans des espaces sociaux dont elles ont été historiquement exclues. Une illustration en passant de l'importance de la démonstration de la loyauté aux normes de genre. Plusieurs recherches sur les femmes qui accèdent à des positions politiques ou des positions professionnelles à responsabilité, donc où elles sont hyper minoritaires, montrent qu'il y a pour les femmes toujours ce que l'on appelle un likability dilemma, un dilemme en capital sympathie. En gros, dans des espaces professionnels où elles sont très minoritaires, les femmes sont jugées plus likable quand elles sont peu compétentes. Et quand elles sont reconnues comme compétentes, subitement, elles deviennent moins likable. Leur capital sympathie diminue. Il y a de multiples études qui ont démontré ce mécanisme. Notamment, on voit bien comment les femmes vont du coup avoir à gérer ce dilemme de la sympathie, comment se présenter comme compétente dans un domaine qui n'est pas associé aux qualités féminines, tout en restant likable, tout en ne subissant pas la stigmatisation qui est associée à la transgression des normes de genre. L'ambition au féminin étant évidemment quelque chose d'extrêmement stigmatisé. Alors, je le disais, cette perspective interactionniste du genre me semble ouvrir des possibilités de résistance, c'est-à-dire on peut penser la transformation des régimes de genre par ce biais. On peut imaginer qu'au fur et à mesure que les hommes et les femmes investissent différents espaces sociaux, les règles du jugement vont se transformer, les normes vont évoluer. Le fait d'imaginer certaines activités comme étant exclusivement du réserve des hommes et du masculin va se transformer au fil du temps. Et on doit admettre qu'il y a toujours chez des groupes minoritaires ou des groupes marginalisés des possibilités de résistance, des possibilités de contestation des normes qui leur sont défavorables. On peut donc imaginer qu'il y a une possibilité de déplacement ou de dépassement des normes de genre, et il me semble que l'entrée des femmes dans les professions prestigieuses, dont les professions scientifiques, c'est un bon terrain d'enquête pour voir ce qu'il en est. Parce qu'on peut effectivement observer du dépassement, de la déplacement des normes de genre. Donc, en guise de transition rapide, les femmes sont prises dans des pièges de ces rituels de démonstration de la loyauté aux normes de genre. Pour être appréciées, elles doivent montrer qu'elles ont un comportement qui est conforme à ce qu'on attend d'elles, et elles ont néanmoins la possibilité, par certains moments, dans certaines circonstances socio-historiques particulières, de contester ces normes de genre et de résister donc à cette stigmatisation. D'emblée, je dirais qu'on ne peut pas déterminer le sens sociologique de l'arrivée des femmes dans des espaces comme les métiers scientifiques comme ça. On doit enquêter, on doit aller voir comment elles y arrivent
qu'est-ce qui s'y passe quand elles y arrivent, et ce qu'il en est véritablement de ce dépassement ou de ce non-dépassement du genre. Il faut donc des enquêtes multiples, à répétition, pour comprendre ce qui s'y passe. Alors, se représenter le processus de féminisation dans le monde académique, ce qui m'a intéressé, c'est donc de regarder dans la littérature, dans les entretiens que l'on peut effectuer avec des hommes et des femmes concernés, avec des personnes qui sont en charge de promouvoir l'égalité professionnelle, comment ils et elles imaginent en fait l'évolution du genre et de la profession par l'arrivée des femmes. Et ce travail donc d'analyse de contenu m'a permis d'identifier 4 modèles de pensée de la féminisation des professions académiques. Le premier modèle, que j'ai appelé la logique du patriarcat, c'est assez simple, c'est de dire finalement l'arrivée des femmes dans ces espaces professionnels, c'est une simple leurre. Si elles y arrivent, c'est que ces espaces ont perdu tout intérêt pour les hommes. Pardon. Donc, ici, on a l'idée qu'il n'y a aucune transgression du tabou de la similitude, aucune transformation de la valence différentielle des sexes, et que les pratiques professionnelles et les scripts de carrière restent identiques. Les avantages des hommes et du masculin perdurent, simplement ils se déplacent dans d'autres espaces professionnels et les femmes arrivent, selon une théorie bien développée, en queue de file d'attente pour l'accès aux professions et accèdent là où les hommes ont décidé qu'il n'y a plus intérêt d'y aller. Bon, voilà, assez déprimant, mais ma foi, ça mérite réflexion, que l'on réfléchisse aussi sur le fait que l'arrivée des femmes n'est pas nécessairement quelque chose de très positif selon ce qui se passe dans les espaces professionnels qu'elles intègrent. Ensuite, on a une perspective que j'ai appelée perspective de la féminitude, qui est une perspective assez intéressante et qui consiste à dire les femmes qui entrent dans ces espaces professionnels, elles y entrent avec des qualités et des caractéristiques particulières. Donc, d'où ça leur vient? Ça leur vient de leur socialisation, ça leur vient des autres activités qu'elles entreprennent dans la vie quotidienne, soins aux enfants, travail domestique, care, etc. Et du coup, elles amènent dans ces professions d'autres valeurs, d'autres manières de voir, d'autres manières de faire. Généralement, elles les amènent dans des espaces plutôt subordonnés de ces groupes professionnels. Donc, elles ne percent pas jusqu'en haut de la hiérarchie professionnelle parce que ces valeurs-là ne sont pas reconnues exactement comme étant tout aussi méritantes que les manières de faire des hommes. Néanmoins, elles y font une place et elles peuvent potentiellement modifier les pratiques professionnelles. Elles peuvent contester en fait les normes de l'excellence, par exemple. Elles peuvent introduire de nouvelles manières féminines, s'il y a du sens de dire ça comme ça, dans la pratique de la science. Troisième modèle, représentation, vision de ce que la féminisation des professions fait aux gens et aux professions, un modèle que j'ai appelé le modèle de la virilitude, où ici il s'agit en fait de dire que les femmes, en fait, elles sont tout à fait capables d'adhérer, d'endosser les manières d'être et les manières de faire des hommes. Elles sont capables d'être excellentes selon les critères traditionnels de l'excellence déclinés au masculin. À ce moment-là, il n'y a pas de modification des pratiques professionnelles, il n'y a pas de modification des scripts de carrière, mais une minorité de femmes que l'on va toujours imaginer comme exceptionnelles peut arriver à accéder à des positions de pouvoir. Elles peuvent y accéder généralement en respectant la hiérarchie, la différenciation, sauf qu'en fait, là, du coup, elles montrent que les femmes sont capables d'adhérer à une logique de compétition, sont capables d'adhérer à une logique de dévouement total à leur activité professionnelle. Elles sont des scientifiques comme des autres, des scientifiques comme les autres. Les hommes l'ont toujours été.
peut-être sans les épouses pour les seconder. Et enfin, pas de manière majoritaire, mais dans certains interstices, on voit une perspective, une vision de l'arrivée des femmes qui renvoie à ce qu'on pourrait appeler un dépassement ou une dynamique de genre, où donc on se dit que si les femmes arrivent en grand nombre dans ces espaces professionnels, elles vont bouleverser les pratiques habituelles, elles vont modifier les lois de l'excellence, elles vont entraîner une modification durable des règles du jeu, et elles vont le faire non pas parce qu'elles ont du pouvoir, mais parce que en fait, leur arrivée modifie profondément les conditions de travail, les conditions d'exercice des hommes qui sont aussi dans ces groupes professionnels. Pour vous donner une illustration rapide, quand on travaille sur la féminisation du corps médical, on entend très souvent que la crise de la médecine est liée à la féminisation de la profession, parce que les femmes elles ne travaillent pas le mercredi, elles ne travaillent plus 80 heures par semaine, elles ne sont plus disponibles le soir pour les urgences. Voilà. Donc les services des urgences des hôpitaux sont débordés parce qu'il y a de plus en plus de femmes, et ma pauvre dame, les femmes, c'est pas pareil, elles ne veulent pas travailler comme les hommes travaillaient autrefois. Vous voyez, vous connaissez le récit. En fait, c'est pas complètement vrai, c'est même parfaitement faux. Par contre, ce qui est certain, c'est que la féminisation des secteurs supérieurs du marché du travail implique que les hommes médecins ont de moins en moins de chances d'avoir des épouses au foyer. Et donc, c'est bien la transformation du rapport des femmes au marché du travail qui implique un changement des pratiques professionnelles, mais ce n'est pas un mécanisme tout simple lié à l'arrivée des femmes. Il me reste 3 minutes, donc je passe, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près. Alors, ces 4 visions, laquelle est la plus juste? En fait, mon intuition, c'est que ces mécanismes-là de féminisation coexistent, sont plus ou moins présentes dans différents espaces à différents moments historiques. Alors, il y a certaines personnes qui disent le modèle de la virilitude, c'est celle des pionnières, et ensuite le modèle de la féminitude, c'est celle qui vient. Moi, mes enquêtes montrent plutôt que l'on peut retrouver en fait ces représentations de ce que les femmes font aux pratiques professionnelles, académiques, scientifiques, simultanément, et que ça va dépendre en grande partie du contexte sociétal, organisationnel et de la force des mouvements collectifs, notamment du féminisme. Ce qui est sûr, c'est selon la vision que l'on a de comment les femmes arrivent et de ce qu'elles vont changer ou pas, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes types de politiques de promotion de l'égalité. Et on a donc des politiques d'égalité, de promotion de l'égalité, qui sont calquées sur une vision féminisation-virilitude, d'autres qui sont calquées sur une vision féminisation-féminitude, parfois qui coexistent d'ailleurs dans une même institution, et de mon point de vue, c'est ça qui crée beaucoup de confusion autour de la question de savoir ce que les femmes font au genre, ou les professions font au genre, et le genre aux professions. En guise de conclusion, donc, on a vu donc que nos institutions académiques sont indéniablement pétries des normes de genre, sont traversées par le tabou de la similitude et par la valence différentielle des sexes. Pour autant, on ne peut pas dire que l'arrivée des femmes a un effet ou correspond à une logique universelle ou univoque. Les institutions académiques sont aussi des espaces de contestation et de résistance aux normes de genre. Il y a une dynamique transformatrice potentielle dans cette féminisation. Elle ne peut pas être portée par les femmes seules, d'ailleurs, et quelques femmes ont de bonnes raisons de s'opposer à cette dynamique transformatrice. Il faut bien se le rappeler. Le défi que l'on a aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de comprendre
comment cette conformité ou cette résistance aux normes de genre va s'articuler avec les effets que l'on identifie par ailleurs, modification profonde du marché académique du travail sous la forme de flexibilisation, de fragmentation et de financiarisation. Et là, toute la recherche reste à faire. Merci pour votre attention. Merci, Niki, pour cet exposé à la fois subtil, complexe et totalement lumineux. Enfin, nous avons été vraiment subjugués, je pense. Je vais me permettre une question moi-même. L'autre jour, j'ai donné une conférence à l'École nationale de la magistrature. Il y avait 50 personnes dans la salle, dont un seul homme. C'est évidemment un retournement formidable. Et du coup, j'avais pensé à cette phrase de Poulain de la Barre dont on a parlé hier et qui avait eu le culot incroyable de dire que les femmes peuvent parfaitement être magistrates, elles ont toute la faculté de juger, d'équilibrer, etc. Et il était allé aussi jusqu'à dire qu'elles pouvaient être générales d'armée, général A2LE, parce que le commandement militaire, ce n'est pas une affaire de muscles, de force ou quoi que ce soit, mais de stratégie, de sens de l'organisation, etc. Donc, il avait, au fond, dans ta très intéressante typologie des représentations de la féminisation, il était plutôt dans une logique de, je ne sais pas, à la fois de virilitude et de féminitude. Enfin, ce serait intéressant de reprendre un peu tous les textes anciens à la lumière de ta typologie. Je trouve qu'elle est extrêmement, c'est une clé de lecture extrêmement intéressante. Donc, est-ce que tu as l'attention aussi de regarder un peu l'histoire des représentations? Parce que là, c'est des enquêtes actuelles. Est-ce que l'histoire de représentation, notamment dans l'histoire de la féminisation des professions depuis, je dirais, les années 50, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager à la lumière? Absolument, je pense qu'on pourrait le faire. Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que j'y ai pensé hier dans les exposés qui portaient sur le 17e, 18e, sur en fait comment les conditions matérielles d'exercice des activités scientifiques, les espaces sociaux dans lesquels elles se déroulent, s'accompagnent de représentations qui sont plus ou moins excluantes, enfin plus ou moins sexuante, on pourrait dire. Là, il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait être mobilisé dans ce sens-là. Dans le cas des magistrates, la théorie qui a l'air d'être la plus utilisée, c'est le gender Q. Hein. Et en même temps, lié au fait que le métier est de plus en plus difficile, les conditions de travail sont de plus en plus pénibles, le nombre des affaires augmente de 2% par an sans qu'il y ait des moyens vraiment supplémentaires, etc. Enfin, ce genre d'argument. Et donc, du coup, ça échoue aux femmes. Là, c'est vraiment le gender Q qui est... Oui. Ce qui ne semble pas être le cas, par exemple, pour les avocats et les avocates, qui se féminisent aussi à grande vitesse, mais où la répartition des femmes entre les différents types de droits est plus équilibrée et où la rentabilité des diplômes est plus forte. Une autre question, peut-être? Je n'en vois pas. Écoutez, nous allons poursuivre et passer à l'exposé suivant. Merci.